Mesdames et Messieurs les ministres, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les rectrices, recteurs, vice-rectrices, vice-recteurs, directrices présidentes, directeurs présidents, Madame la secrétaire générale du FNRS, Monsieur l'administrateur général de l'ARES, Madame, Messieurs les bourgmestres, les députés, Mesdames, Messieurs, en votre titre, grades et qualités, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis et chères amies de l'UMONS, bienvenue. Tout d'abord, permettez-moi de saluer notre ministre de tutelle, que nous avons le plaisir d'accueillir, ou que nous aurons le plaisir d'accueillir sous peu, semble-t-il, en Namur pour la première fois. Mais sachez que nous avons eu, rectrices et recteurs, ainsi qu'accompagnés par la présidente, la secrétaire générale du FNRS, l'occasion de nous entretenir avec elle ce matin. Et donc, elle devrait ne pas tarder à nous rejoindre. Je tiens maintenant à prendre quelques minutes pour vous présenter la jeune musicienne qui vient d'interpréter pour nous le premier intermède alors que nous pénétrions dans l'amphithéâtre en cortège. Elle le mérite, non seulement pour son talent, mais aussi parce que sa présence aujourd'hui est hautement significative pour notre séance de rentrée. Elle s'appelle Zoriana Miliavska, et vous aurez l'occasion de l'entendre à nouveau 2 fois lors de cette cérémonie. Zoriana a 22 ans, soit de l'âge de bon nombre de nos étudiants et étudiantes universitaires. Elle est de nationalité ukrainienne, originaire de Kiev. Si elle est avec nous aujourd'hui, c'est grâce à l'Orchestre royal de chambre de Wallonie, l'un des nombreux et précieux partenaires avec lesquels nous collaborons activement au sein de notre province. Merci à eux pour nous avoir prêté, si je puis dire, le temps d'une cérémonie de rentrée, cette jeune pépite. En mai dernier, Zoriana, encore étudiante, s'est en effet produite sur scène avec l'Orchestre royal de chambre de Wallonie lors du prestigieux concours de violon Reine Elisabeth. Elle joue de cet instrument depuis l'âge de 5 ans et elle a déjà remporté de nombreux concours nationaux et internationaux en tant que soliste et chambriste. Une grande carrière s'ouvre à elle. Merci Zoriana et à tout à l'heure. Cette cérémonie un peu spéciale cette année, vous l'aurez sans doute compris, est placée sous le sceau de l'international. Vous l'avez vu avec notre jeune musicienne, vous l'avez vu également avec l'entrée du cortège qui était composé d'éminents membres de notre communauté UMONS, des recteurs et représentants des autres universités, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi de mes collègues rectrices et recteurs issus des universités européennes qui composent l'Alliance UNIS. J'aurai l'occasion de vous parler plus en détail de cette alliance européenne dans quelques instants et mettre à l'honneur ses représentants ici présents. Vous aurez aussi l'occasion d'entendre le discours de mon collègue et ami, le professeur Hakim Artiba, président de l'Université Polytechnique Hauts-de-France et qui, tout prochainement, me succédera à la présidence de Nice. Mais avant d'aborder ce volet international, nous parlerons évidemment un peu aussi de l'UMONS et de son ancrage local territorial. Nous donnerons la parole aux représentants des 3 corps qui composent notre université, les étudiants, puisqu'ils seront 2 à le faire, nos scientifiques et notre personnel patho administratif, technique et ouvrier.
Mesdames et messieurs, une fois encore, l'année académique écoulée a été dense pour notre communauté Humonce. Impossible de recenser ici exhaustivement tous les événements qui ont marqué notre institution. Aussi, je me reposerai, comme chaque année, sur cette petite rétrospective en images compilée par notre direction de la communication. Merci, mesdames et messieurs. Vous le voyez, on ne s'est pas ennuyé depuis notre dernière rentrée académique et je puis vous le garantir, d'ores et déjà, l'année académique 24-25 qui s'ouvre sera tout aussi intense. Je pourrais ainsi parler de l'ouverture, dès cette rentrée, de notre master en médecine, ici à Mons, en codiplomation avec l'ULB. Les premiers cours ont débuté ce lundi 16 septembre. Nombreux sont les étudiants qui s'y sont inscrits. Témoignage de l'intérêt de ce master, que ce soit pour le futur de notre région, de sa population et de sa santé, ou encore de la formation de sa jeunesse. Ils sont en effet pas moins de 70 étudiants qui entament ce master pour cette première année d'existence. À noter que d'ici 2 ans, nous en attendons plus de 100, sans parler de cette très nette augmentation de primo-étudiants inscrits cette année déjà en début de cycle bachelier en médecine avec 157 étudiants qui viennent de réussir le concours d'entrée pour l'UMONS.
Je vous donne rendez-vous d'ici quelques années pour constater l'utilité de cette formation. Je ne serai plus recteur, mais vous pouvez être sûr que je suivrai ce dossier de près pour mesurer les effets positifs sur la médecine de première ligne et dans le réseau hospitalier de notre province. En parallèle à ce master en médecine, signalons également le lancement du bachelier en technologie numérique pour l'information et la communication à Charleroi, en codiplomation à 5, avec l'ULB comme référent, l'UC Louvain, la Haute École provinciale Condorcet et l'IEX. Oui, évidemment, nous collaborons entre universités au sein de la communauté française. Et de nouveau sur notre dynamique campus U Charleroi, notre tout nouveau master en urbanisme et développement territorial, en codiplomation avec l'ULB, où cette fois, l'UMONS est référent. À la différence des rentrées précédentes, je ne parlerai pas de besoins financiers. Je ne parlerai pas d'enveloppe fermée et la nécessité de l'ouvrir, ou encore je ne parlerai pas du besoin de plus d'autonomie au sein des universités. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous en avons discuté avec notre tutelle, avec Madame la ministre, ce matin même. Les besoins et nos demandes restent les mêmes. Non, je ne parlerai pas de tout cela. À l'Université de Mons, la rentrée 2024 débute donc sous le signe de l'international, avec, vous l'avez vu dès l'entrée du cortège, l'accueil des délégations qui composent l'Alliance UNIS, représentée ici par le recteur-rectrice, mais également par près de 80 personnes qui sont venues assister à l'Assemblée générale aujourd'hui et demain. Pour rappel, UNIS, c'est l'association forte de 10 universités européennes qui partagent un ADN commun. Toutes présentent une taille humaine, avec un ancrage territorial fort, et placent leurs étudiantes et étudiants au cœur de leurs préoccupations. Elles sont également désireuses de consolider leur visibilité internationale. L'UMONS s'est investi dans la grande aventure UNIS dès le début, dès juillet 2020. L'accueil des délégations de UNIS en ce début d'année académique 24-25 dans les murs de notre université constitue une formidable occasion et aussi une très belle vitrine pour nous faire prendre conscience de l'ampleur prise par ce projet européen et dont l'objectif est de construire un véritable espace européen de la recherche et de l'éducation. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, UNIS pèse dans le paysage universitaire européen. UNIS, c'est à l'heure où je vous parle, 155 000 étudiants qui bénéficient avec l'Alliance d'une opportunité d'enrichissement de leur parcours académique via l'accès à des offres de formation supplémentaires, mais aussi un atout majeur dans le développement du parcours professionnel à travers notamment l'accès à des stages et projets de thèse internationaux. UNIS, c'est plus de 6 000 chercheurs qui collaborent étroitement, malgré la distance, et mettent leurs talents et compétences au service de projets de recherche ambitieux, tels que le programme Horizon 2020 ou l'organisation de Summer Schools pour tous nos doctorantes et doctorants. UNIS, c'est 15 000 membres du personnel qui bénéficient eux aussi de nombreuses opportunités de mobilité. Également pour le personnel des universités partenaires, notamment administratifs, grâce à des BIP, des Blended Intensive Programs, des programmes de mobilité courte. UNIS, c'est 110 cours proposés entre 2021 et ce jour, dont 17 par l'UMONS pour 1977 étudiants. Notons également que 12 cours
cours de langue ont été créés spécifiquement dans le cadre d'EUNIS, attirant plus de 1500 participants. EUNIS, c'est enfin 14 programmes de cours, principalement des programmes de master intégrant de la mobilité physique, co-développés par un minimum de 3 partenaires EUNIS, dont 3 sont coordonnés par l'UMONS. Je ne citerai ici que le cours de chimie bio-inspirée et qui vient précisément de débuter à l'UMONS, à Mons, donc ici, cette semaine. Vous le voyez, EUNIS n'est plus un projet, mais une réalité. Notre université a d'ailleurs activement contribué à l'important travail autour de l'institutionnalisation d'EUNIS et de sa gouvernance. J'aimerais ici remercier tous nos collègues qui se sont impliqués dans l'Alliance et qui continuent à le faire. Je songe en particulier au professeur Bernard Harmony et au professeur Ronnie Snyders, ainsi qu'aux membres de notre service EUNIS-UMONS. Mais pourquoi, diable, se lancer à l'international alors qu'on a tant à faire déjà dans cette province, dans notre région? C'est la question. Eh bien, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Et je vous invite à lire attentivement le magazine L'UMONS qui vient de paraître et consacre sur près de 60 pages un dossier spécial sur notre positionnement à l'international. Vous y découvrirez combien l'UMONS est déjà tellement présente à l'international. Elle l'était déjà au moment de sa création, mais la progression dans ce domaine est spectaculaire en 15 ans. Ce formidable résultat, on le doit aux hommes et aux femmes qui œuvrent au quotidien pour faire de notre université ce qu'elle est. L'institution universitaire de référence dans la province la plus peuplée de Wallonie, tout en rayonnant internationalement. Je vous propose d'ailleurs de les découvrir dans cette vidéo qui vous donne quelques faits et chiffres intéressants à ce sujet. À tout de suite donc. Mesdames et messieurs, et oui, voici déjà ma 7e rentrée académique en tant que recteur de l'UMONS et l'avant-dernière. Je pense donc être bien placé pour savoir quelle est notre empreinte internationale. Mais il me faut vous le partager. Je ne m'attendais pas à ce que cette empreinte soit aussi importante.
Et je ne suis pas sûr qu'on le sache en externe, ni même assez en interne. Cela méritait d'être souligné. Mais revenons à notre question de tout à l'heure. Pourquoi diable passer tant de temps, son énergie et ses ressources à l'étranger quand il y a tant à faire localement? Tout simplement parce que c'est le rôle de toute université de pousser les murs, d'abattre même les murs et les frontières, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que les missions de proximité et les objectifs à distance se nourrissent mutuellement. Ils irriguent nos enseignants, nos chercheurs et nos étudiants, confrontés à d'autres façons de faire pour les rendre meilleurs et plus performants encore. Une université se doit d'agir pour son territoire, mais aussi impacter à l'international. L'un doit aller avec l'autre, l'un au bénéfice de l'autre. Et donc, oui, je le dis, on peut être une université dite de province, l'université du Hainaut, comme on l'aime l'appeler, point d'exclamation, pleinement conscience du rôle qu'elle joue au service de sa région, de son redéploiement économique et de sa population. Oui, on peut être une université régionale qui dessert une mission sociétale d'émancipation et d'accès à l'enseignement supérieur pour sa jeunesse locale et ses adultes en reprise d'études, ne les oublions pas, être solidement ancré dans son fief tout en rayonnant internationalement. Les pieds dans son terroir et la tête tournée vers les étoiles, en quelque sorte. Être présent à l'international permet aussi, parfois, de relativiser nos petits soucis locaux, intra-européens, au travers de projets de coopération universitaire et humanitaire qui tissent des liens entre Nord et Sud. Je pense ici à la toute dernière mission que nous avons eu la chance, avec la rectrice de l'ULB et nos délégations respectives, d'accomplir en République démocratique du Congo tout récemment. Je suis encore tout ému de cette mission partagée, en repensant à l'accueil formidable et chaleureux que nous avons reçu là-bas à Lubumbashi par le recteur de l'UNILU, les autorités et la population locale. Nous allons y consolider notre partenariat avec l'UNILU, mais aussi développer au profit des enfants congolais l'extraordinaire concept de l'Université des enfants, initié avec grand succès par l'ULB et qui maintenant, ensemble, ULB, UMONS, nous mettons en œuvre également au bénéfice des petits ennuyés à Mons et à Charleroi. Quelle belle aventure humaine qui nous attend entre ici, Mons, Charleroi, Bruxelles et demain Lubumbashi. Oui, mille fois oui donc, l'international est une source d'enrichissement permanent pour nos universités et même pour toute structure, une force qui les irrigue, qui les questionne et doit remettre sans cesse en question nos pratiques pour mieux nous inspirer et nous rendre plus efficaces encore. Agir à l'international, c'est aussi se donner la chance de générer des impacts en termes de partenariats internationaux, mais aussi ici, dans notre région d'origine, par l'attractivité de nouveaux investisseurs, de chercheurs et d'étudiants étrangers compétents. Mesdames et messieurs, pour terminer mon propos, qui dit international dit aussi, et tristement, guerre et autres conflits géopolitiques. Je pense en particulier à la guerre en Ukraine et à la situation dramatique au Proche-Orient. Dans ce contexte, et à l'échelle très humble de notre université, je peux vous garantir que tout est mis en œuvre pour répondre au mieux aux préoccupations, aux demandes d'aide et de soutien qui nous parviennent.
Je ne citerai et ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui œuvrent sans relâche dans notre PAER, Programme d'accueil des étudiants et chercheurs réfugiés. Vous n'imaginez pas combien je suis fier des actions de ce programme. Actions menées en toute discrétion, à l'abri des regards, à l'abri des médias et surtout à l'abri des réseaux sociaux. Mais actions menées de manière incroyablement efficace. Par ailleurs, et j'insiste avec force, sachez que l'UMONS est totalement solidaire avec nos universités sœurs du Royaume. Plusieurs ayant vécu ces derniers mois d'énormes difficultés, et c'est peu de le dire, sur leur propre campus. Je terminerai mon propos en citant ici un extrait de la motion interuniversitaire du Conseil des rectrices et du recteur francophone. Il se suffit à lui-même. Je cite : « La violence de la guerre ne peut, sans aucune condition, mener à la violence sur nos campus. Chaque membre de la communauté universitaire a le droit à la dignité et à la sécurité. Nos universités doivent être un espace de dialogue, de tolérance et de solidarité entre les peuples et les cultures. Les universités ont un rôle fondamental et spécifique à jouer en offrant un lieu de débat où la complexité d'enjeux sociétaux peut être abordée de manière réfléchie, dans le respect des droits fondamentaux et dans un esprit constructif et d'ouverture à la diversité. La diversité des points de vue, où les jugements des valeurs et les appréciations individuelles ne suppléent pas les arguments académiques. » Fin de citation, je vous remercie. Mesdames et messieurs, avant de procéder à la mise à l'honneur de nos invités Eunice, je vous propose d'écouter à nouveau un intermède musical interprété par Zoriana. Ensuite, les représentants du personnel des scientifiques et des étudiants qui, pour l'occasion, parleront à deux d'une seule voix, l'une de l'UMONS et l'autre de Pologne, prendront la parole. Merci à eux. Zoriana, it's your turn.
Thank you very much, Zoriana. Mesdames et messieurs, il est temps maintenant d'appeler un à un les représentants des délégations UNIS, mais avant, je rappelle que nous allons entendre nos deux étudiants représentants, ici même. Je vous passe la chaire. Ladies and gentlemen, esteemed rectors, distinguished academic staff, and dear colleagues. It is with great honor that we stand before you today representing the UNIS Student Advisory Board at the opening of this academic year. As we gather here, we are redeemed of the importance of the international dimension that defines UNIS, the European University for Customized Education, with its mission to foster a transnational education environment that prepares our students to thrive in a globalized world. UNIS is not just a single entity. It's a vibrant consortium of 10 universities across Europe, each contributing its unique strengths and perspectives. This alliance enables us to foster the richness of our diverse cultures and academic traditions. By embracing this international dimension, UNIS offers students a truly European education that transcends borders and broadens horizons. At the heart of UNIS, it is the belief that education should be a global journey. Students benefit from mobility programs, international internship, and collaborative projects that span multiple countries. This exposure to different cultures and ways of thinking not only enhances their academic experience, but also prepares them to become global citizens, equipped to address the challenges of our interconnected world. As we embark on this new academic year, we are excited about the opportunities that our international cooperations will offer. With the support of our esteemed academic staff, dedicated university workers, and our vibrant student body, UNIS is poised to continue its journey of fostering cross-cultural understanding and academic excellence. In conclusion, let us embrace the spirit of international collaboration and unity that is at the core of UNIS. Here is to a successful and inspiring academic year, marked by international cooperation and mutual growth. Thank you. Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs, en votre titre, grade et qualité, chers et chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, en collaboration avec mes collègues représentants de PATO, pour évoquer notamment un événement important qui souligne le rôle croissant de notre université sur la scène internationale, l'Alliance UNIS. L'UMONS accueille les délégations des 10 pays européens qui la composent. Je me permets de rappeler que notre recteur, le professeur Philippe Dubois, est son président fondateur. Pour la réussite de cette rencontre, le rôle du PATO est important,
que ce soit dans les services administratifs, techniques ou ouvriers, l'engagement des agents y représente un soutien essentiel. Le personnel administratif, son expertise est cruciale pour la mise en œuvre des nouvelles procédures, pour la gestion des échanges internationaux, pour la coordination des projets transnationaux et enfin, pour assurer que chaque enseignant, chercheur et étudiant puisse bénéficier pleinement des opportunités offertes par cette alliance. Le personnel technique. Les compétences des techniciens sont au cœur du bon fonctionnement de l'infrastructure qui soutient UNIS, tant dans la maintenance des laboratoires, de la gestion des outils informatiques, ou de l'entretien des bâtiments. Elles garantissent que notre université soit un lieu où l'innovation peut prospérer. Le personnel ouvrier. Ses membres s'assurent principalement que nos campus soient un environnement accueillant et fonctionnel, propice à l'apprentissage et à la collaboration. L'université est souvent perçue à travers ses missions académiques et scientifiques, à savoir l'enseignement et la recherche. Mais nous savons tous que ces missions ne pourraient être accomplies sans l'apport fondamental des membres du personnel administratif, technique et ouvrier, ceux-ci étant les piliers qui soutiennent l'ensemble de notre communauté universitaire. Le PATO a prouvé qu'il était en mesure de s'adapter aux diverses situations qu'il rencontre. À cet égard, je souhaite également, mais brièvement, aborder deux sujets importants pour notre université. Le bien-être au travail et l'attribution des promotions pour tous les membres de l'institution qui contribuent à son bon fonctionnement. Le bien-être au travail est un concept englobant plusieurs dimensions du confort physique, mental et émotionnel des agents dans leur environnement professionnel. Il concerne chacun d'entre nous et mérite toute notre attention. Il est essentiel de remettre en question régulièrement l'organisation des prestations pour éviter la surcharge de travail. Cela pourrait inclure la réévaluation des tâches assignées et détecter les signes de burn-out pour agir en conséquence, en parallèle encourager une culture d'entreprise bienveillante et inclusive où chaque agent se sentirait valorisé et écouté, ce qui favoriserait un environnement de travail sain. La mise en place de feedback réguliers et constructifs, ainsi que la reconnaissance des efforts individuels et collectifs, sont autant de leviers pour améliorer le bien-être au travail. J'ajouterai que la température ambiante est un facteur important à considérer, car une température trop basse ou trop élevée peut affecter la concentration et la satisfaction des employés. Un aménagement réfléchi des zones de travail favorise la collaboration, la créativité et le confort. La lumière naturelle est également essentielle. Elle améliore l'humeur, réduit la fatigue et maintient un rythme quotidien sain. Le second sujet est l'attribution des promotions. Dans notre institution, chaque membre du personnel, qu'il soit administratif, technique ou ouvrier, joue un rôle essentiel dans son rayonnement. Cependant, il est impératif que nous nous assurions que chaque individu ait les mêmes opportunités d'avancement et de reconnaissance, indépendamment de son statut. Il est de notre responsabilité collective de remettre en question nos dynamiques et de promouvoir des processus de promotion clairs, justes et basés sur les compétences et les contributions réelles de chacun, et ce en toute transparence. Et pour terminer, j'aimerais partager avec vous une citation qui me tient à cœur de M. Albert Jacquard,
docteur honoris causa UMH en 1996, respecter autrui, c'est le considérer comme une partie de soi, ce qui correspond à une évidence si l'on accepte la définition « je suis les liens que je tisse avec d'autres ». Merci, Quito, danke, efaristo, grazie, dzięki, obrigado, gracias, tak, shukran. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, c'est la tendance du moment. Certains courants essayent de nous faire croire qu'il y a trop d'Europe, de nous faire adhérer à une vision du repli, de l'enfermement sur soi-même. Nous, scientifiques, plus que tous les autres, nous nous opposons à cette pensée. Non, nous, c'est pas moins d'Europe que nous voulons, mais une meilleure Europe. Je n'entends pas ici meilleure au sens de plus profitable, mais plutôt meilleure dans son appropriation par ses citoyens, par ses usagers, par le soin qu'elle prend de chaque citoyen, d'intérêt sincère, désintéressé pour leur bien-être et leur développement. Il est vrai que nous, scientifiques européens, bénéficions d'une place de choix pour observer ces qualités. Prenons l'exemple de Nice. La mobilité au sein de Nice, pour les étudiants comme pour le personnel enseignant, est florissante. Pour autant, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Pour prendre tout son sens aussi sur le volet scientifique, pour devenir meilleur, Nice devra encore progresser dans son accessibilité en termes de recherche. L'identification, la communication claire de chaque membre autour de ces grandes thématiques de recherche devra permettre l'établissement de collaborations scientifiques durables entre les universités membres et faire émerger un fourmillement de collaborations individuelles par-delà les grandes politiques institutionnelles. Pour autant, il serait injuste de laisser entendre que cette meilleure Europe n'existe pas encore. En signant la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, également appelée DORA, Science Europe, qui rassemble 40 acteurs nationaux majeurs de 29 pays européens, dont le FRS-FNRS, quitte la politique des rankings, du H-index, de l'impact factor, pour entrer dans une évaluation de la recherche adaptée à la complexité des carrières individuelles et à la diversité des sujets de recherche. L'UMONS s'inscrit dans cette logique en étant signataire de l'Agreement on Reforming Research Assessment, qui est dans cette continuation. Ce faisant, elle promeut la qualité plutôt que la quantité et préserve le sens que possède le métier de scientifique. Ce sens est celui qui est reconnu par la Cour constitutionnelle sous le nom de liberté académique. Il s'agit tout simplement de la liberté de mener des recherches dans l'intérêt du développement du savoir et du pluralisme des opinions. Je reprends ici donc des idées qui ont été développées par Michel Pag, doyen de la faculté de droit de l'Université de Liège. Or, ces avancées vers une recherche meilleure ne sont pas unanimes et restent un combat quotidien. Dans sa déclaration de politique communautaire, le nouveau gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles conditionne certaines mesures à l'évaluation des professeurs basée sur des rankings et sur le corps australien. Corps australien qui s'est fendu en avril 22 d'un document relativisant les apports de la déclaration de San Francisco. Cet aspect de la déclaration de politique communautaire est donc en profond désaccord avec les valeurs portées par DORA et donc en désaccord avec la notion de liberté académique. En particulier, le rythme et le degré d'approfondissement des recherches font partie du champ de la liberté académique tout autant que l'objet de la recherche. En somme, il est exact que le pouvoir politique ne pourra pas nécessairement financer toutes les recherches proposées, mais il ne peut pour autant pas lui appartenir de définir
comment sont choisies celles qui seront financées, ni de revenir en arrière sur l'évolution de l'évaluation de la recherche. Je reprends à présent des propos de Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section au Conseil d'État. Pour obtenir un monde universitaire meilleur, l'ARES incitait déjà en 2017 à un refinancement majeur de nos universités. Le risque identifié est de dépendre du financement privé ou de financement qui défavorise la recherche fondamentale au profit de la recherche appliquée, en outre de précariser les scientifiques. Or, ce qui était alors considéré comme un risque est déjà la réalité de nos universités. Les scientifiques passent aujourd'hui un temps considérable à chercher des financements, y compris simplement pour payer les droits de publication. Les financements privés ne sont pas enclins à favoriser des opinions divergentes. Les collaborations sont mises à mal par la mise en concurrence des chercheurs. Le manque de personnel et la surcharge pédagogique interdisent à certains scientifiques tout travail de recherche substantiel pendant des semaines ou des mois. En une phrase, l'urgence d'un vrai refinancement sans benchmark, ranking ni indicateur de performance est vitale. Les questions de moyens, pour autant, ne sont pas isolées. L'Observatoire de la recherche et des carrières scientifiques, dans son rapport du 22 août dernier, pointe l'importance de l'égalité des chances, de la diversité et de l'inclusion dans le monde scientifique, sans se limiter à l'aspect du genre. Il y reconnaît le large travail mené à l'UMONS et que nous contribuons activement à faire avancer, tout en encourageant à poursuivre les efforts. Je salue d'ailleurs mes collègues du groupe de travail concerné pour leur contribution pour un cadre de travail toujours meilleur. Pourtant, face aux embûches, la force de la science reste l'ingéniosité des scientifiques et des académiques, le bricolage d'un financement, la résilience face aux enchaînements de contrats à durée déterminée, l'envie de mobilité, de découvrir les activités des autres labos, de collaborer en dépit des obstacles précités. C'est pourquoi non, on ne peut pas dire que les scientifiques aspirent à moins d'Europe. Ils aspirent à une Europe meilleure, à une Europe compatible avec une science meilleure. Une science qui ne s'affranchit pas de son éthique, ni de ses responsabilités, mais une science libre de contraintes de rentabilité, de paperasse et d'indicateurs aveugles aux situations personnelles. Une science soutenable au point de vue économique, social, sociétal et environnemental. C'est cette meilleure science que nous annonce notre dynamisme européen. C'est cette meilleure science que nous permettra EUNIS et que nous continuerons à défendre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you, Maya. Merci, Ilias. Merci, Atika. Merci, Lucas. Mesdames et messieurs, je souhaite maintenant appeler les représentants des délégations EUNIS à me rejoindre un à un devant la scène afin de leur remettre la médaille de l'Université de Mons. Et cela en témoignage de l'immense reconnaissance de notre université pour les excellentes relations que nous entretenons ensemble au sein de notre alliance. Relations en matière d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité. N'allez pas imaginer que c'est rose tous les jours. Chacun s'exprime, a le droit à la parole, il y a des plus, il y a des moins. Comme je le disais encore plus tôt dans cet après-midi, nous avions l'Assemblée générale, mais c'est en s'exprimant, en conciliant les avis et pas en imposant le sien que l'on parvient à faire ce qu'est devenu l'Alliance EUNIS aujourd'hui. J'en suis très heureux et je nous en félicite. Nous ferons une photo ensemble, à tour de rôle, et puis une photo collective. Voilà. For Poznan University of Technology, Poland, Professor Teofil
Yeshionovsky, Rector. For Brandenburg University of Technology, Germany, Professor Gesine Grande, Rector. For University of Cantabria, Spain, Professor Ángel Pazos Garro, Rector. For University of Catania, Italy, Professor Lucia Zappalà, Vice Rector. Pour l'Université Polytechnique Hauts-de-France, Professeur Hakim Artiba, Président. For Karlstad University, Sweden, Professor Jerker Modusen, Rector. For Polytechnic Institute of Viseu, Portugal, Professor José dos Santos Costa, Rector. For University of Peloponnese, Greece, Professor Efthalia Hatsiani, Vice Rector. Malheureusement, une personne est manquante. Il s'agit de la rectrice de l'université de Vasa en Finlande, la professeure Minna Martikainen. Elle n'a pu se joindre à nous ce soir, elle le regrette et vous prie de l'en excuser. J'aurai évidemment l'occasion de lui remettre la médaille ultérieurement. Par ailleurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que l'Assemblée générale de Nice a décidé d'élargir notre alliance à une 11e université, non européenne cette fois, en tant que partenaire associé. Il s'agit de l'université Mohamed VI Polytechnique du Maroc. Demain, officiellement, nous signerons cet accord avec le professeur Hicham El Abdi, président donc de l'université Mohamed VI Polytechnique UM6P du Maroc. Je voudrais aussi remercier chaleureusement la secrétaire générale de l'AISBL Eunice, Mrs. Magdalena Sirkowska, dont le travail en coulisses est primordial pour le bon fonctionnement de notre structure. Magda, please join us on the stair.
Merci à toutes et tous pour ce beau moment. Il restera gravé dans ma mémoire, je peux vous le dire. Il est temps désormais pour moi de céder la parole à celui qui me succède à la présidence de l'Alliance, le professeur Hakim Artiba. Cher Hakim, cher voisin valenciennois, c'est à toi. Cher Philippe, Mesdames, Messieurs les recteurs, les rectrices et recteurs des universités belges et de Nice, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs de la communauté universitaire de Limons, mais aussi des autres universités, les collègues des autres universités de Nice, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Merci, mon cher Philippe, pour ta vision, pour ces beaux mots ce soir, pour tes encouragements. Un grand merci pour tout ça. Merci à vous et mesdames les rectrices, messieurs les recteurs, pour la confiance que vous m'accordez. C'est pour moi un honneur de devenir président de l'Alliance Nice, un honneur et aussi un devoir. Je m'engage ainsi, avec force et conviction, à écrire avec vous l'histoire d'une promesse que nous nous sommes donnée en créant cette université européenne. Permettre à chaque étudiant de nos universités de devenir un citoyen européen libre et éclairé, un individu instruit, mais aussi épanoui. En réunissant les compétences de nos 10 universités et les acteurs de nos régions dans notre contexte européen, Mesdames les rectrices et Messieurs les recteurs, vous m'avez confié l'alliance d'un extraordinaire réseau d'établissements avec la possibilité de synergies nombreuses et originales. Elles vont nous permettre, ces synergies, de tenir cette promesse pour notre jeunesse, pour nos institutions et pour le développement de l'Europe. C'est empreint de beaucoup d'humilité que je te succède, mon cher Philippe, pour cette fonction. Toi, qui as en si peu de temps profondément marqué la trajectoire de cette grande institution qui est notre université européenne par une série de décisions et d'actes forts, comme la mise en place et la mise en œuvre de nos statuts, son ouverture à de nouveaux partenaires en Europe, l'Institut Polytechnique de Viseu, je pense évidemment à tous les collègues, Jules Santos, Joao, Maria et tous les autres, l'Université de Karlsruhe, Janker, Patrick, Karina et tous les autres, l'Université Péloponnèse, je pense évidemment à Catrice, Elia, Areti et tous les autres, et aussi hors Europe, avec prochainement, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, l'Université Mohamed VI Polytechnique, l'UM6P, pense à Hichem, Youssef, Adeline et tous les autres, une série de décisions et d'actes forts qui traduisent ta volonté d'avancer, d'arpenter des terrains vierges pour les rendre ensuite fertiles. Et je sais que tu auras à cœur de m'accompagner dans cette suite du voyage. Ma feuille de route sur ce périmètre de l'Alliance est claire. Elle s'inscrit dans le sillage de celle que tu as portée ces derniers mois avec une exceptionnelle vigueur, avec un même cap depuis 2020, fixé par les 7 universités à l'origine de cette alliance et qui, depuis le premier jour, font de cette université européenne leur grande priorité. Merci à l'Université technologique de Poznan, mon cher Théophile, mais je pense aussi à Thomas, à Pavel, à Magdalena et tous les autres, Marius, ici présent aussi avec nous,
pour avoir si vaillamment assuré la gestion du projet européen EUNIS à l'origine de cette alliance. Merci à l'Université de Catania pour l'excellent travail accompli auprès de nos régions et de nos laboratoires sur le plan de la recherche et des partenariats. Évidemment, une grande pensée à Francesco, mais à Lucia, Christina et tous les autres. Merci à l'Université de Mons pour son pilotage sans faille des événements académiques, culturels et sportifs. Forcément, mon cher Philippe, mais aussi, évidemment, René, Bernard, Claire, Rudy, à toutes et tous. Donc, je connais beaucoup de monde à Mons, je suis chez moi. Donc, merci à toutes et à tous. Je ne vais pas vous citer toutes et tous, jusqu'à Philippe ici, de l'autre Philippe, pour clôturer à droite. Donc, Philippe Mertens, donc je pars. Merci à l'Université de Cantabria, Angel, Machalène, Gabriel et tous les autres pour le professionnalisme avec lequel le rayonnement et la communication de notre alliance ont été développés. Merci à l'Université de Vaasa. Ils ne sont pas avec nous toutes et tous, mais sont représentés. Je pense à Mina, Tania, Ivanka et tous les autres pour tous les efforts déployés pour la mise en œuvre des plateformes d'apprentissage. Merci à l'Université de BTU, Gizine, ici présente, Michael, Marek et tous les autres, de nous avoir accueillis pour la préparation et la rédaction du nouveau projet européen EUNIS4U. Merci enfin à l'équipe au sein de mon université, l'UPHF, l'Université Polytechnique de France. Je pense forcément à Sébastien, à Mourad, Jérôme, Jonathan, Victor et tous les autres, ils sont nombreux, ils sont là, pour le travail réalisé sur les programmes d'excellence et la reconnaissance des crédits de formation. Un honneur, donc, que cette présidence, mais aussi un devoir. Je m'engage à répondre aux attentes, celles de tous ceux qui incarnent et font vivre notre offre d'éducation, de recherche, nos liens avec le territoire et les attentes aussi, sans qu'ils l'expriment toujours de nos étudiants eux-mêmes. Cher Philippe, tu as cartographié le terrain et tu as su tracer les lignes qui relient nos établissements pour dessiner cette alliance. Je veux que chacun sache que ce dessin, je le suivrai, comme je l'ai fait depuis le premier jour. Pour donner à notre université européenne tout l'élan qu'elle mérite, nous devons agir vite, avec le sens partagé des priorités, et en même temps, nous savons que l'éducation, la recherche et les liens avec le territoire s'inscrivent nécessairement dans un temps long, grâce à l'engagement de toutes les forces vives de cette alliance et grâce à l'attachement des collègues pour leur métier et grâce à leurs expériences. Nous devons tous avoir en tête cette double temporalité, cette nécessité tout à la fois de voir des actions et d'avoir des résultats, tout en ayant en ligne de mire un changement plus profond qui s'installera grâce à nos partages et nos échanges, chères rectrices, chers recteurs, grâce à nos réussites. Et je me permets d'en souligner 3 de ces réussites à venir. D'abord, il s'agira de renforcer l'exigence fondée sur une recherche de qualité et des liens toujours plus forts avec nos territoires, ceci en imaginant, dès 2025, un grand colloque EUNIS biannuel où seront conviés non seulement l'Alliance, mais également les acteurs régionaux, nationaux et internationaux pour travailler sur des sujets propices à l'innovation, au partenariat et au projet. Ensuite, il importera de continuer pendant ces 2 ans de transformer et d'enrichir l'ensemble de notre offre de formation et de recherche transnationale à travers des modules de cours et des programmes ambitieux permettant la jonction entre les sciences humaines et les sciences exactes, sur des plateformes technologiques et des outils numériques de pointe. Enfin, nous devons construire plus que jamais une université que je qualifierais de l'épanouissement,
une université dans laquelle les étudiants s'approprient les valeurs et la culture européenne, université qui sait faire grandir ses talents académiques, artistiques et sportifs. Mon souhait ainsi de créer au sein de Nice, d'ici 2026, un support inédit de formation pour les athlètes sportifs de haut niveau, qui tiennent compte tout à la fois des innovations pédagogiques liées au numérique ainsi que des croisements entre les disciplines. Nous n'oublierons cependant pas, et cela me semble essentiel, une chose. Nice est aussi avant tout une aventure humaine. Rien ne peut se construire dans la pérennité sans le respect et la cordialité, sans l'échange qui ne doit pas uniquement être formel, mais aussi amical. Et je n'oublierai pas ce qui me semble le signe de cette aventure humaine, cette première réunion à Valenciennes, tu te rappelles? Après un repas qui permettait de revenir en toute cordialité sur le travail des différentes journées. Arrivé minuit, certains voulaient encore continuer à discuter, à partager autour d'un verre, jus d'orange ou whisky, peu importe, et chacun s'y reconnaîtra. Alors que le bar des Royal Hainaut fermait et rangeait les bouteilles. Mais il était minuit et commençait alors mon anniversaire. J'ai donc eu un cadeau à partager, celui d'un bar ouvert exceptionnellement pour nous et la possibilité de rêver notre alliance en grand jusqu'au bout de la nuit. Vous vous rappelez, C'est l'aventure Nice, humaine, ambitieuse et avec de l'inattendu qui débouche sur de nouvelles perspectives. C'est cet esprit que j'aimerais aussi entretenir. À l'ensemble de la communauté Nice, je veux dire ma fierté de pouvoir travailler avec elle. Je serai à l'écoute de ses représentants et ses acteurs de terrain, farouchement engagés à vos côtés pour notre université européenne, cultive l'altérité, renforce l'égalité des chances et continue à innover et à s'ouvrir. Pour conclure, l'Alliance Nice est plus que jamais terre des possibles et il mérite que tous, ensemble, nous l'arpentions. Continuons ce magnifique voyage. Merci à toutes et à tous. Je tiens d'abord à te remercier pour tes mots des plus chaleureux et sympathiques et à glisse symbolique de passage de flambeau. Voici un petit cristal labellisé à Nice. Je suis très heureux de te passer la main et tu peux compter sur moi pour la suite. Ça, c'est ça. Merci beaucoup. Vous l'avez constaté, Nice est dans très bonnes mains. C'est moi qui bois le jus d'orange. On ne rigole pas. Bon, plus sérieusement, avant de clore cette séance solennelle et vous inviter à partager notre drink, il me revient de vous remercier pour votre attention, mais aussi de saluer toutes les équipes qui ont été impliqués dans l'organisation non seulement de cette manifestation, mais aussi de l'accueil des délégations de Nice ces quelques jours. Merci pour ce travail de l'ombre. Ils peuvent compter sur ma profonde gratitude, comme chaque année, ils le savent. Je remercie également Amalia Ruiz Gomez, pour son énorme travail de traduction en langue des signes.
Ça me permet aussi de remercier plus largement notre association Les Cèdres, qui œuvre depuis des décennies, bien avant qu'on nous le demande officiellement au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pour accompagner au mieux nos étudiants en difficulté, à besoins spécifiques. C'est une remarquable association et j'ai une pensée à mon collègue, chimiste d'ailleurs, qui l'avait fondée à l'époque. Je dois vous demander de patienter encore quelques instants parce que je crois que nous allons encore vivre deux moments. Je dis bien deux moments empreints d'émotion. D'abord, Zoriana va revenir une dernière fois sur scène pour interpréter, je sais, un morceau qui lui tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit d'un hymne dédié à son pays, l'Ukraine, et à sa population qui souffre terriblement actuellement. Ensuite, et pour clore définitivement cette cérémonie, pour la toute première fois, nous entendrons l'hymne de Lumons. Je vous dis bien là, le chant de Lumons, entonné par les représentants des 4 cercles d'étudiants qui viennent juste de le créer. Grand merci à eux. C'est bien le symbole que notre université a de belles années devant elle. Mesdames et messieurs, je déclare donc l'année académique 2024-2025 ouverte au sein de Lumons. Zoriana.
Merci à vous. Bonne bleusaille. Je sais que vous avez fait un break, que vous êtes en pleine dent. Et profitez quand même pour boire un verre avec nous. Je vous invite tous pour le drink. Merci.